Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Planète électrique. Après avoir limogé son patron trop électro-convaincu, le groupe Volkswagen a décidé de miser gros sur les carburants de synthèse. Mais que trouve-t-on derrière cette appellation et pourquoi cette transition énergétique pourrait bien séduire plus que l'électricité? Mais au prix de quelles conséquences? Comme toujours, si on veut comprendre le présent, il est nécessaire de se plonger dans le passé, mais aussi de définir les termes utilisés pour bien comprendre de quoi on parle. Parlons donc sémantique. Le dictionnaire Le Robert est précis et réducteur sur le sujet. Sa définition: carburant, nom masculin et adjectif, combustible liquide qui, mélangé à l'air, carburation, est inflammable et peut être utilisé dans un moteur à explosion. Exemple, essence, gazole. Parlons maintenant du mot synthèse, nom féminin, formation de tout matériel au moyen d'éléments. Composition, mélange. Donc une recette de cuisine, c'est un aliment de synthèse. Eh oui, selon la définition du Robert. Il précise également préparation d'un composé chimique à partir d'éléments constituants, produit de synthèse. Et nous renvoie donc vers synthétique. La définition de synthétique est un adjectif et non masculin. Produit par synthèse chimique, entre parenthèses artificielle. Donc, pour synthétiser, on parle ici d'un liquide combustible fabriqué artificiellement à partir de plusieurs constituants et destiné au moteur à combustion interne. Voilà, on a fait le tour de la question. Mais ça pose déjà un premier souci, avant même de commencer. L'essence, le gasoil, le kérosène sont déjà des carburants de synthèse. Ils ne se trouvent pas ainsi à l'état naturel et sont issus de plusieurs composants, bases et additifs, pour obtenir la formule utilisée dans les liquides vendus à la pompe. Et ces composants sont faits de manière chimique. Mais bon, les patrons de grandes industries sous-entendent que ces nouveaux carburants sont bien plus vertueux que s'ils étaient issus du vilain pétrole. Mais ça, on en reparlera plus tard. Pour le moment, retournons quelques années en arrière pour voir comment sont nés les premiers carburants de synthèse non pétroliers. Si on parle de carburant, on parle donc de moteur à combustion interne, et son histoire démarre en 1859 en France dans l'esprit d'Étienne Lenoir. Ce moteur 2 temps à cycle Lenoir sera dépassé par le moteur 4 temps dit à cycle Otto, du nom de son inventeur également, pour l'usage automobile. Ce moteur peut fonctionner à l'essence, au gaz ou bien à l'alcool. Il sera encore modifié par Rudolf Diesel pour fonctionner en auto-allumage avec un agrocarburant, l'huile d'arachide. Et plus tard, bien sûr, au gasoil. Dès les débuts des moteurs à combustion interne, des économistes et spécialistes des carburants prédisaient que jamais on ne pourrait extraire et raffiner assez de pétrole pour remplacer la traction animale à la fin du 19e siècle. Tiens, ceux-là, ils se sont visiblement réincarnés et continuent de nous sortir les mêmes inepties éculées pour la propulsion électrique. À cette époque et jusque dans les années 1920, les carburants avaient donc deux sources, pétrolières et agricoles. Huile et alcool côtoyaient les produits issus des raffineries. La science, toutefois, avançait déjà et un procédé faisait espérer une essence synthétique qui viendrait compenser le manque de pétrole, la liquéfaction du charbon. Développé par deux chimistes allemands, Friedrich et Tropsch, le procédé permet d'extraire de l'essence et d'autres produits chimiques d'un charbon abondant dans les sous-sols allemands au moyen d'une réaction de réduction de monoxyde de carbone par de l'hydrogène produit par la décomposition du charbon. Ces procédés utilisent un catalyseur contenant du fer, du ruthénium, qui est une sorte de platine, ou du nickel avec une bonne proportion de cobalt. Et oui, encore lui. Cette méthode s'avère par contre chère et peu productive. Mais cela n'enterre pourtant pas cette source de carburant, car un autre scientifique allemand, Friedrich Bergius, développe une technique plus aboutie, la liquéfaction directe. Faites réagir de l'hydrogène avec du charbon et du goudron à 450 degrés Celsius sous 200 atmosphères au moyen d'un catalyseur similaire à celui du procédé précédent et vous obtenez de l'essence synthétique tout à fait utilisable. Cette essence par contre dispose d'un taux d'octane faible et ne convient donc pas aux moteurs à haute compression performants de l'époque. C'est avec l'adjonction de tétraéthyle de plomb qu'on lui donne alors les propriétés similaires à celles de l'essence de pétrole
contenant également cet additif pour permettre une combustion sans détonation. Ce carburant peut être ainsi utilisé sans aucune modification dans les moteurs, contrairement à l'éthanol plus pauvre énergétiquement parlant qui demande un enrichissement et va demander plus d'entretien parce qu'il est plus détergent que l'essence. C'est à la fin des années 30 que l'Allemagne développe toute une industrie de l'essence synthétique pour des raisons stratégiques. En effet, l'Allemagne ne dispose pas ou peu de réserves pétrolières et l'état-major allemand sait qu'avant de parvenir à conquérir militairement les régions pétrolifères d'Europe de l'Est, il leur faudra s'approvisionner autrement. Or, la plupart des grands producteurs de l'époque étaient du côté des Alliés. Le régime allemand a donc eu recours à de l'essence synthétique en grande quantité. Ayant industrialisé le procédé, IG Farben produit 1 917 000 tonnes de cette essence en 1944, ce qui est le record pour les véhicules terrestres, mais aussi pour les avions, soit un tiers des consommations du pays cette année-là. Pendant toute la guerre, ces usines de carburant synthétique ont été un des piliers de l'effort militaire allemand. À la fin de la guerre, les installations de production ayant été dévastées par d'innombrables bombardements, la filière se remet en sommeil. Elle reviendra pourtant à la vie dans les années 60 en raison d'un autre embargo réduisant les apports de pétrole d'un pays, l'Afrique du Sud. Les entreprises allemandes ayant encore la maîtrise des procédés relancent donc la production localement pour le régime de l'apartheid qui ne parvient plus à s'alimenter en carburant. On le voit bien ici, la production d'une alternative à un produit est bien souvent le fait d'une pénurie locale ou générale. Il en a été ainsi pour plusieurs ersatz ou succès d'années qui ont perduré depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, comme la chicorée, le Melfort ou le Nutella. En effet, c'est une pénurie de cacao en Italie après la Seconde Guerre mondiale qui donnera l'idée de réaliser une pâte à base de noisettes et de sucre additionnée d'un peu du précieux cacao pour remplacer le chocolat. Bien, maintenant qu'on a le contexte, voyons comment produire ces carburants de synthèse. Tout d'abord, il faut des matières premières. Celles-ci peuvent être de toutes les sources possibles du moment qu'elles contiennent du carbone. Charbon, biomasse ou gaz naturel, tout convient. On obtient alors un gaz de synthèse composé de monoxyde de carbone et d'hydrogène par vapocraquage, gazéification et oxydation partielle. On peut même imaginer capturer du CO lors de processus industriels ou chimiques et produire de l'hydrogène par électrolyse de l'eau. C'est beaucoup plus gourmand en énergie, mais cela fonctionne aussi. On va ensuite transformer ce gaz en un liquide brut avec le procédé Friedrich-Tropsch. Ce brut a des proportions variables des différents produits recherchés, en fonction des variations du procédé au niveau des conditions de réaction et du catalyseur. Enfin, on va utiliser ce brut pour réaliser une opération d'hydrocraquage pour en faire les produits qui nous intéressent, mais surtout ici de l'essence et du gasoil. Le gasoil ainsi produit est de très bonne qualité, car il ne contient que peu d'impuretés et pas de soufre. Son indice de cétane est élevé et il brûle en produisant moins de particules que le gasoil issu du pétrole. Pourtant, même si on est un peu novice en procédé industriel, toute cette complexité de transformation et de production laisse déjà entrevoir une réalité incontournable. La production de carburant de synthèse coûte plus cher économiquement et écologiquement que la production du même carburant à partir du pétrole. La complexité se paye toujours. D'un point de vue économique, une unité de production de carburant de synthèse demande de 2 à 3 fois plus d'investissement qu'une unité de raffinage. De plus, les matières premières demandent d'être bon marché ou même gratuites pour rendre le procédé viable financièrement. Ainsi, les ordures ménagères seraient une bonne source d'approvisionnement. S'il y en avait assez. De plus, les procédés de synthèse demandent nettement plus d'énergie pour fonctionner et relâchent donc à ce jour au mieux autant de CO2 que la filière pétrole et au pire beaucoup plus. Pourtant, certains veulent y croire et s'associent pour faire évoluer la technique afin de parvenir à fournir des carburants économiques et écologiques. Shell et PetroSA, tout comme Daimler-Benz, Renault et Volkswagen, se sont associés pour promouvoir et développer cette source de carburant. À l'horizon 2030, on prévoit que ce seront 2,3 millions d'équivalents barils qui seraient produits dans le monde, pour une demande de 120 millions de barils. Un peu disproportionné tout ça, hein? D'un point de vue technique, ce sont les procédés de liquéfaction du charbon et du gaz naturel qui sont les plus prépondérants, en raison de la concentration énergétique des matériaux de base. Les filières agricoles ou valorisant nos déchets organiques sont loin d'offrir des rendements aussi intéressants et nécessitent des quantités colossales de matières premières. Cela favoriserait les cultures intensives et industrielles de produits comme l'huile de palme ou la betterave à sucre au détriment de cultures alimentaires.
Il faudrait affamer le monde pour lui permettre de se déplacer. Enfin, les procédés de captage du CO2 ou du CO et la production d'hydrogène vert sont les plus énergivores, mais aussi les plus écologiques. À ce jour, ces procédés sont loin d'être au point et surtout limités par les lois de la physique. Leur rendement restera toujours faible et leur consommation énergétique importante. Voyons maintenant les impacts en aval. Donc une fois qu'on a produit notre carburant synthétique, il va être distribué comme le carburant actuel, mais à un prix plus élevé. Il sera consommé dans les moteurs à combustion interne, dans nos moteurs de voitures, de camions, voire dans les avions. L'avantage, eh bien, on n'a pas besoin de changer quoi que ce soit à notre manière de faire actuelle. On garde notre petit confort et on ne change rien. On fait le plein, on roule et en plus sans être dépendant du seul pétrole. Pourtant, cette combustion va générer du CO2. Mais bon, si on le recapte ensuite, pas de souci. Par contre, elle va aussi relâcher des oxydes d'azote et toute une série de produits nocifs pour la santé. On règle donc partiellement le problème de l'approvisionnement en carburant, mais pas les soucis de santé publique liés à l'automobile. Ensuite, on brûle déjà un carburant qui a demandé plus d'énergie pour être produit que celui issu du pétrole dans un moteur au rendement infiniment plus faible que celui d'un moteur électrique. Si on a affaire à un carburant totalement synthétique, donc produit avec du CO2 capté et de l'hydrogène vert, alors le consommer est largement pire écologiquement parlant et énergétiquement parlant qu'utiliser une pile à hydrogène, pourtant déjà pas top sur ce plan-là. Mais alors, pourquoi certains industriels ont décidé de miser gros sur cette technologie et utilisent toutes leurs ressources de lobbying pour la mettre en avant, en lieu et place de la propulsion électrique? Eh bien, pour préserver leurs profits. On y arrive enfin. Les carburants de synthèse maintiendraient un statu quo sur plusieurs pratiques des constructeurs automobiles traditionnels. Le maintien des moteurs thermiques permet de conserver le système de l'entretien obligatoire et de l'obsolescence programmée des voitures. Avec des normes de plus en plus strictes et des voitures toujours plus complexes, le client est enchaîné à un système qui l'empêche de réaliser lui-même les opérations d'entretien et l'oblige à changer régulièrement de véhicule s'il veut être tranquille, tout en étant captif pour son approvisionnement en énergie. Certes, on lui propose des voitures hybrides pour lui donner bonne conscience, mais à ce jour, elles consomment toujours un peu de carburant pétrolier. Le marketing vient alors à la rescousse des constructeurs automobiles et des pétroliers. Et si demain, vous pouviez utiliser un carburant propre, écologique? Il peut provenir de vos ordures ménagères et de captage de CO2 dans l'atmosphère. Un tel carburant peut même rendre l'air plus propre et lutter contre le changement climatique. Diront les publicitaires. Avez-vous bien écouté ce que je viens de dire? Revenons un peu en arrière pour bien préciser. Il peut provenir de vos ordures ménagères et de captage de CO2 dans l'atmosphère. Lorsque vous regardez une publicité, attachez-vous à chaque mot et étudiez bien son sens. Il peut provenir de vos ordures ménagères. Mais sous-entendu, il peut également provenir du charbon ou du gaz naturel. Et d'ailleurs, en grande majorité, c'est de là qu'il viendra. Il n'y aura aucun moyen de contrôler la provenance de ce carburant de synthèse, puisqu'il sera identique qu'il soit produit avec du charbon ou avec des ordures ménagères. Un tel carburant peut même rendre l'air plus propre et lutter contre le changement climatique. Un tel carburant peut rendre l'air plus propre. Mais en fait, il ne le fera pas. C'est une promesse marketing sans obligation, comme on en voit bien trop souvent. L'énergie nécessaire à la fabrication de ces carburants compense les bienfaits du procédé. Au final, on en est toujours au même point qu'avec le pétrole, voire même moins bien. C'est exactement comme pour le lobbying de l'hydrogène. Des promesses sans réel bienfait. Juste capter le public, le capturer et le garder bien au chaud pour qu'il ne puisse pas aller faire ses emplettes ailleurs. Bon, alors pourquoi ne pas tout simplement dénoncer et abandonner les filières industrielles en question pour tout axer sur le tout électrique? Eh bien parce que comme pour l'hydrogène, le méthanol et d'autres solutions alternatives, les carburants de synthèse ont bien un rôle à jouer dans notre futur énergétique. Si les bateaux, les trains ou les transports lourds terrestres peuvent aujourd'hui trouver des solutions viables avec de l'hybridation, le vent ou l'énergie solaire, il n'en est pas de même pour les avions. Un avion a besoin d'un carburant hautement énergétique, avec un poids contenu. Contrairement à une idée reçue, l'avion n'est pas si polluant que ça, si on l'utilise à bon escient, et permet de gagner du temps là où c'est parfois nécessaire, ou plaisant. Notre mode de vie est basé sur la découverte, le temps libre et les loisirs, mais aussi sur la sécurité.
Sans les avions, les transplantations de certains organes ne seraient pas possibles. Que certains veuillent s'en priver, soit. Mais également priver les autres sous prétexte de fin du monde me semble au moins aussi déplacé que les allégations mensongères des marketeuses sur l'hydrogène ou les carburants synthétiques. Aujourd'hui, ce n'est pas la planète qui est en danger, c'est notre mode de vie, rien de plus. Si l'homme moderne disparaît, le problème disparaît. À nous de faire en sorte que les procédés industriels soient le moins impactants possible et le plus durable. Voilà quel est l'enjeu. Voyager pour nous est aujourd'hui une liberté, que ce soit en avion ou en voiture. Et comme beaucoup de personnes, je veux garder cette liberté. Demain, en complément de ma voiture électrique de tous les jours, si prendre un avion de temps en temps avec des carburants produits de manière durable permet à tout le monde de profiter des conforts et plaisirs actuels plus longtemps, eh bien moi ça me va. De plus, ces carburants pourront continuer à faire rouler le parc des voitures de collection, qui je pense ne doivent pas tomber dans l'oubli ou finir figés dans des musées comme les locomotives à vapeur. Ces carburants coûteux en ressources, en énergie et en argent devront être circonscrits à des usages bien précis, là où ils sont strictement nécessaires. Partout ailleurs, ils devront laisser la place à des solutions plus adaptées et plus durables, préservant les ressources grâce à des rendements élevés et à un usage optimisé de chaque kilowattheure produit, qu'il soit électrique, chimique ou thermique. Pour conclure, on peut dire que les carburants synthétiques sont une belle invention du génie humain, mais qu'il ne faut pas les laisser à la merci des plus bas instincts mercantiles de certains. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien!